Qu'est-ce que ça fait des risques? Bien, ça fait des recherches socio-économiques, c'est-à-dire on regarde les politiques publiques du gouvernement et on se demande est-ce que ce sont des bonnes politiques publiques? On a fait quelques écrits, entre autres sur la question de l'éducation. Vous avez peut-être déjà croisé du regard une petite brochure qu'on avait faite en 2011 qui s'appelle « Faut-il augmenter les frais de scolarité? 8 arguments trompeurs sur la hausse » où on avait fait une démonstration, argument par argument, que les thèmes du gouvernement ne tenaient pas vraiment la route, à notre avis. Alors, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir, ma foi, ça. Okay. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler du privé en éducation. Alors, je vous ai préparé un petit quelque chose de rapide. J'ai entendu que des gens avaient aussi envie de parler de gratuité scolaire, avaient envie de parler de plein de choses. C'est des choses qu'on a travaillées à l'IRIS. Alors oui, il y a moyen d'en parler aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment utile que je parle dans un micro en ce moment. Et voilà! C'est bon quand ça commence sur un signe d'émancipation, c'est toujours bon de conférence. Alors, parler du privé en éducation, c'est un peu large, entendons-nous. Un, le privé, c'est un vaste secteur. Deuxièmement, l'éducation aussi. Alors, ce que je veux vous proposer de faire, je propose un petit plan. On va d'abord essayer de définir privé-public, qu'est-ce qu'on entend par là. On va passer rapidement, je pense que vous voyez déjà de quoi il est question. Ensuite, on va regarder primaire, secondaire, cégep et université, où est-ce qu'il y a du privé, pour voir un peu la progression, pour voir que c'est pas la même chose. Le privé, il est dans tous ces endroits-là, mais il n'y est pas de la même façon. Et ensuite de ça, on va jeter un œil à qu'est-ce qui s'en vient avec le privé en éducation, puis est-ce que c'est une bonne idée. Ma présentation, on m'a demandé à peu près 30-40 minutes. Je vais la faire, je vais vous interpeller là-dedans et on va discuter. Mais ensuite de ça, évidemment, je reste disponible pour qu'on ait des échanges, comme je vous disais, sur bien plus que le privé en éducation. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème? Oui, ça va? Parfait. Donc, je continue à être libre de cet objet. Allons-y, privé-public. Bon, rapidement, le secteur privé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit secteur privé? Quelqu'un a une idée? Facile, oui. Il n'y a pas vraiment de lien avec le gouvernement, l'État. Donc, on parle des entreprises privées. Hein? Donc, les entreprises qui sont là pour... Quel est l'objectif du secteur privé? Faire de l'argent. Faire de l'argent, excellent. Donc, oui, la façon dont fonctionne le secteur privé, c'est une façon assez simple. C'est-à-dire qu'il produit des biens ou des services avec comme seule question finale s'il va les produire ou non, de la façon dont il va les produire, qui il va engager pour le faire, etc. Sa seule question, c'est suis-je capable de faire de l'argent en le faisant? Et deuxième question, suis-je capable d'en faire plus en le faisant différemment? C'est la question centrale du secteur privé. Ceux qui défendent ce secteur vont vous dire c'est ce qui lui permet d'être aussi inventif. Hein, c'est parce qu'il essaie toujours de faire plus d'argent et qu'il trouve toujours des façons ingénieuses et nouvelles d'en faire davantage que ça lui permet de développer des nouvelles idées et d'avoir des nouvelles façons de voir le monde et d'appliquer sa logique. Le secteur public, lui. Ah ben, j'avais une section défauts et qualités. Quels seraient les défauts et les qualités que vous voyez au secteur privé? Oui. Le secteur privé serait plus rentable monétairement. OK. Ils font plus de cash. Le problème, c'est que souvent, il est un peu déshumanisé. OK. Dans le sens que malheureusement, il oublie qu'il y a une composante humaine. Il oublie aussi d'autres composantes importantes comme l'environnement et tout ça. OK. Oui. Mais si c'est des entreprises, c'est des buts lucratifs, en fait. Tandis que si, mettons, tu as une coop, c'est pas un but lucratif, tandis que le secteur, c'est un but lucratif, c'est pas en argent. Ça, c'est intéressant, parce que vous amenez la question des coops. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, elle faisait la distinction entre le but lucratif et le but non lucratif. Ce qui est intéressant, c'est de signaler que le secteur public, le secteur privé, généralement, renferme également les coopératives et les OBNL et tout ça. Donc, quand on parle du secteur privé, on parle, comme ça avait été mentionné tantôt, de ce qui n'est pas le gouvernement. Et comme une coopérative, c'est pas le gouvernement, à moins que ce soit, mais non, comme c'est généralement pas le gouvernement, eh bien, on considère que c'est le secteur privé aussi. Mais là, en effet, vous avez tout à fait raison de dire que c'est pas du tout la même chose. Les gens qui sont dans des coops,
j'ai moi-même fondé quelques coopératives et je fais partie d'une. Et bientôt, un jour, j'habiterai dans une coopérative de logement. Donc, quand on fait ça, on n'a pas pour but de faire du cash. On ne s'en va pas là faire de l'argent. On s'en va généralement faire autre chose dans une coopérative. On pourrait y revenir si vous voulez. Donc là, on a quelques défauts, quelques avantages. Allons au secteur public. De quoi on parle quand on parle du secteur public? Oui? Un organisme souvent géré par des institutions publiques et par le club, par exemple, le système éducatif du Québec en général. OK. Donc on parle des ministères. Hein? Ministère de la Santé, ministère de l'Éducation. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le secteur public? Il y a quelque chose qui traîne autour qui s'appelle le secteur parapublic, oui? Ben, c'est que c'est l'État qui va fournir la majorité de l'argent. Ça va pas être. L'État va faire un besoin d'argent avec ça, mais c'est pas le but premier de. Exact. Quand ça vient de vos impôts, généralement, ben là, vous n'en payez probablement pas pour l'instant, mais ça viendra, rassurez-vous. Mais vous payez des taxes à consommation. Pour le peu que vous ayez acheté de la bière dernièrement, vous avez quand même payé des taxes pour la bière que vous avez là. Donc, vous financez, vous aussi, ce secteur-là. En effet, c'est tout ce qui est payé à même l'argent qui est prélevé sur les payes, par les taxes, etc. Quels seraient les avantages du secteur public? Si vous aviez à lui donner des bons côtés du secteur public. Là, je ne prendrais pas toujours le même, là. Oui. La distribution de la richesse. Oui, le secteur public qui permet de dire, je vais aller chercher de l'argent dans les poches de ceux qui en ont, puis je vais créer des services à côté pour que tout le monde les utilise, donc aussi ceux qui n'ont pas de scène. Excellent. Oui? Ça donne un bon exemple de quoi combattre. Ça donne un bon exemple de quoi combattre, c'est-à-dire? Dans le sens que si, par exemple, on est pris avec seulement des sociétés d'État, mais on n'aura jamais rien à quoi se comparer. Et donc, on ne pourra pas optimiser nos propres fonctionnements de l'État. Parce que s'il y a des compagnies privées, on sait que c'est ce type d'entreprise qu'on veut battre, donc les entreprises capitalistes. Wow, OK. C'est un argument surprenant, mais néanmoins valable. D'accord? Oui? Ben, sinon, étant donné que ce qui appartient au secteur public appartient à l'ensemble de la communauté, chacun d'entre nous a un droit de regard, un droit de critique sur ce qui se fait dans ce milieu-là. Donc, il y a une possibilité d'apporter du changement via l'ensemble de la communauté. Non pas, c'est pas seulement pour les intérêts d'un Donc, groupe. c'est pas un milieu qui est opaque, c'est un milieu qui est théoriquement transparent. Je dis théoriquement à dessein parce que dans mon travail, j'essaie d'avoir de l'information sur ce qui se passe dans le secteur public et je vous dirais que cette transparence est variable dépendant de où on le voit, mais vous avez tout à fait raison, oui? Oui, ça revient un peu à ce qu'il voulait dire, c'est qu'en théorie, le principal lobby du public, c'est nous autres, c'est le peuple. Oui, le peuple comme principal lobby, j'aime ça, il y a un fond de cynisme là-dedans, mais ça me convient. Oui, d'accord, en effet, c'est nous qui influençons en théorie, et je pense que c'est important de dire en théorie, d'abord et avant tout, le secteur public. Aurait-il des défauts, ce secteur? Peut-être, allez-y, oui. Ben, il est facilement corruptible. C'est très facile. Mais qu'est-ce que vous pouvez croire ça? C'est une intuition. D'accord, oui. Oui, Il va devenir très pesant rapidement à cause de tout le personnel, la bureaucratie. Oui, c'est ça, la bureaucratie, tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner, il va devenir très pesant très rapidement et prendre plus de place que ce qu'il est censé faire. Donc, il est corruptible, potentiellement bureaucratisé. Oui. Il y a un accès moins grand que le privé par le fait que dans le privé, tu peux avoir une recherche, une augmentation finalement de tes capitaux. Mais quand tu es dans le public, tu as un système qui est là pour aider et non pour assouvir tes besoins monétaires. OK. Donc, il n'attire pas les gens qui ont les dents longues pour l'argent. Oui. Le type de méthodologie va souvent être stagnante, puis ils ne vont pas essayer d'augmenter leur performance. Moins d'innovation. On essaie de... Oui, tout à fait. Ben, ce qu'elle voulait dire, je veux dire, le public, son principal but, c'est pas l'efficacité, mais c'est la justice, entre autres sociale. Fait que c'est plus prompt à stagner. Fait que c'est pas mal là avec des avantages sociaux pour ses membres, entre autres. Donc, c'est un secteur qui est grandement syndiqué et qui poserait problème parce que, justement, il viendrait à stagner. D'accord? Oui? Un peu ce que le monde dit, mais ça en résulte que le service est toujours plus plein et plus difficile à avoir dans le privé, dans le public. Parce qu'il y a plus de monde, plus de syndicats. OK. Oui? Ça peut causer des problèmes de plus grande envergure encore quand il s'allie avec le privé.
par exemple, des partenariats publics-privés où ce que les coûts vont être étatisés, mais les profits vont être privatisés. C'est en effet ce que mon institut, entre autres, défend sur la place publique depuis des années. Donc, effectivement, certains tendraient à penser que les partenariats, le moment où le public et le privé vont main dans la main, eh bien, le privé est là pour faire du cash, puis le public est là pour fournir des services, donc, finalement, met plus d'argent que le privé et se retrouve un peu à la rue. OK, bien, je pense que vous avez des conceptions assez claires de ce qu'est le public et le privé. Maintenant, ce sur quoi on pourrait s'entendre ou pas à partir des défauts du secteur public ou privé, c'est une autre question, mais ce n'est pas notre but aujourd'hui. L'important, c'est que vous sachiez de quoi il est question. Allons-y, tiens, je vous les ai fait voir pendant quelques instants, mais posons la question. Au primaire ou au secondaire, ça fait un petit peu plus... C'est plus récent pour vous de passer au primaire et au secondaire que ça ne l'est pour moi. Alors, je vous poserai la question. Il est où le secteur privé dans ces écoles-là? Où est-ce qu'on a du privé au primaire et au secondaire? Est-ce que ça existe? Oui? Peu importe. De l'autre côté de la rue, il y a une école complètement privatisée. C'est une entreprise, littéralement. Et ça, c'est une école primaire ou secondaire? Secondaire. C'est une école secondaire privée. Bon, intéressant. Est-ce que ce n'est que privé? Ben, ils sont financés par le public. Ils font un financement du gouvernement, mais ils sont privés en guillemets. C'est ça. Vous savez que le secteur privé des écoles secondaires au Québec est financé à 65% par le secteur public. Donc, ce sont des écoles dites privées. Pourquoi? Parce qu'il faut payer des droits d'entrée. Mais ils sont néanmoins des écoles largement financées par le public qui a... En tout cas, je vous expliquerai. Si ça vous tente, je vous raconterai pourquoi on a fait ça. Mais c'est un drôle de système qui nous est à peu près unique au Canada. Les autres provinces, généralement, quand il y a des écoles privées, vous payez le gros prix et that's it. Il n'y a pas le gouvernement qui finance par en arrière. Oui? Le recours privé, comme dans le cafétéria, les machines distributrices. Puis même quand tu as des réparations à faire dans l'école, tu as recours au privé pour faire ça. Donc, là, il y a eu plusieurs informations en même temps. La sous-traitance au niveau des cafétérias, donc on dit à la place d'offrir le service de bouffe et de fabrication, distribution, etc. de la nourriture, on le donne à quelqu'un d'autre, mais aussi quand on a à faire des réparations, on appelle des entreprises à l'extérieur. Tout à fait, oui? Ça va peut-être paraître nono comme question, là, mais si 65% des fonds viennent du public, qu'est-ce qu'ils font avec tout l'argent qu'ils ont en droit d'inscription, tout ça? Où c'est que ça s'en va? Je savais que j'allais vous titiller avec cette histoire de 65% qui vient du public. Et c'est pas pour rien que ça vous... ça allume une lumière, c'est que c'est un peu illogique. Forcément, on appelle ça des écoles privées, mais on les finance à majorité avec de l'argent public. Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé et ça va vous répondre en partie à votre question. Donc, il y a une certaine époque, la plupart des collèges qui sortaient des écoles primaires étaient entièrement privés, entre guillemets, au sens où ils appartenaient à une institution, l'Église. On a eu l'idée, à partir du milieu des années 60, de dire on va se débarrasser de ce monopole pour en créer un nouveau, c'est-à-dire celui du ministère de l'Éducation. Monopole public. On disait, là, toutes les écoles vont être publiques et tout le monde va y avoir accès par secteur, etc. Et il va y avoir un ministère qui va gouverner tout ça. Toutes, sauf le deal qu'on a décidé de passer avec l'Église à ce moment-là. Donc, vous comprenez que l'Église, au moment où on rend public le système d'éducation au Québec, c'est un acteur fondamental. L'Église est très puissante, très riche, présente partout. Il y a donc négociation à l'époque entre le Parti libéral et l'Église catholique pour dire on va vous laisser un secteur où vous pourrez continuer à avoir des écoles qui sont à la fois privées, mais surtout confessionnelles. C'est-à-dire des écoles où vous pourrez enseigner la religion catholique, où vous pourrez aussi, dans des niveaux plus élevés, former des prêtres. C'était quelque chose de fort important. Aujourd'hui, ça vous a un air un peu exotique et ancien, là, mais à une certaine époque, c'était important de faire ça. C'était même essentiel dans la société québécoise de former des prêtres. Donc, on leur a laissé cet espace-là en disant non seulement on vous le laisse, mais on va le laisser accessible.
C'est-à-dire qu'on va le financer suffisamment que pour y entrer, ce ne soit pas si cher que ça. Ce qui nous amène à répondre à votre question, mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent-là? La réponse est différente dépendant de où vous allez. Certains vous diront, ils engagent les meilleurs professeurs, ils offrent les locaux les plus splendides et tout ça. Ce n'est pas vrai partout. On n'est pas tous à Brébeuf quand on va au privé. Donc, il y a différents niveaux de qualité de ce qui s'offre, tant au privé qu'au public. Deuxièmement, ce qu'il faut ajouter, c'est que ces organisations-là sont à but lucratif ou sont à but confessionnel. Donc, ils peuvent retourner de l'argent à d'autres gens. Par exemple, à des congrégations religieuses qui peuvent décider de les investir ensuite. Donc, il y a 1001 possibilités sur comment utiliser cet argent-là. En service aux élèves, en activités parascolaires, ou tout simplement le mettre dans un tas et le garder. Ce que l'Église a une spécialité de faire depuis à peu près 2000 ans, là, prendre des tas d'argent et les garder dans des endroits chics, là, ça, ils font ça. Bref, retournons à la question du privé au primaire et au secondaire. Y a-t-il d'autres places où il y a du privé au primaire et au secondaire? Oui? Bon, on peut dire, par exemple, si on peut vraiment loin, comme par exemple quand la foire aux emplois vient ici, s'il y en a des fois, pareil au secondaire aussi, des fois il y a des foires comme ça qui viennent comme promouvoir le secteur. C'est vrai? Vous voyez, là, c'est notre différence d'âge qui se marque. Quand je suis au secondaire, je ne faisais pas ça. Mais, excellent. Bon, on voit donc qu'il y a une évolution aussi. Oui? Le transport des étudiants. Exact. Très bon cadre auquel je n'avais pas du tout pensé. Pour transporter des étudiants, les commissions scolaires font souvent affaire avec des sous-traitants privés pour pouvoir fournir du transport scolaire. Évidemment, ce n'est pas tarifé. Quand vous êtes un jeune, vous ne devez pas payer pour rentrer dans l'autobus scolaire ou tout ça, mais il y a quand même un service qui est passé à travers le secteur privé. Oui? Bien, techniquement, tu payes dans ton inscription à l'école, tes parents ont des frais à payer au début d'année, puis ça englobe le transport scolaire. Tout à fait. Tout à fait. Oui? Comme Cathy, dépendamment d'où est-ce que tu restes, comme des fois, tu es juste à 1 kilomètre trop loin, fait que tu es obligé de payer comme vraiment cher. Exact. Il y a des frais qui sont différenciés dépendant de la distance pour les gens qui ne sont pas dans les bons Parce que c'est vraiment juste dans un petit secteur où tu payes bien. Comme tu dis à l'extérieur, tu payes. Oui? Le matériel scolaire? Question tout à fait intéressante. En effet, le gouvernement ne produit pas le matériel scolaire lui-même. Il fait affaire avec des sous-traitants là aussi, qui sont en fait des éditeurs de matériel scolaire et auxquels on achète un ensemble de livres. Donc, vous voyez, vous avez pas mal plus de bonnes réponses que les miennes. Donc, moi, j'avais pensé spontanément aux écoles privées, aux cafétérias, aux distributrices, mais en effet, le transport, le matériel, et on pourrait parler évidemment de tout ce qui constitue, en fait, le matériel acheté pour meubler les écoles et tout ça. Vous comprenez que le gouvernement ne possède pas un ensemble de manufactures pour faire des tables, des chaises, des horloges, puis des tableaux. Allons maintenant, ici même, au cégep. Où est le privé au cégep? La réponse partout ne fonctionnera pas, là. Il faut donner un peu plus. Oui? Non? C'est ça que vous pensez dire? OK, oui. Il y a dans les prêts et bourses, puis c'est plus à l'université. Quand il y a des privés qui vont financer des bourses pour les étudiants. Intéressant. On y reviendra particulièrement dans l'université parce que c'est plus développé à ce moment-là. Et on parlera de comment fonctionne le système d'aide financière aux études. Si vous n'y avez pas encore, si vous n'avez pas eu le plaisir, comme moi, d'y avoir accès, vous verrez que c'est un système assez étrange. Oui? Les stages, parfois, surtout en fin de technique, fin de session, il y a beaucoup d'entreprises privées qui viennent prendre des stagiaires. Tout à fait, les stages. Une autre affaire à laquelle je n'avais pas pensé, très bon argument, oui? Un peu les mêmes choses que le secondaire, des cafétérias, la bouffe, le matériel et la boutique, même des cafés étudiants, certains. Tout à fait, il y a des cafés dans les cégeps où il y a ça. Non, à peu près de bas de transport, je ne peux pas dire ça. Mais dans le cas du cégep, en fait, le transport public ou l'implication du public dans le transport n'existe juste plus. Vous devez vous rendre au cégep par vos propres moyens et donc, d'une façon ou d'une autre, faire affaire avec une entreprise privée ou marché.
Oui. Je voulais savoir si ça s'appliquait aussi au cégep à distance. Oui. Parce que le cégep à distance, pour produire des cours la plupart du temps, il faut que tu fasses affaire au privé. Parce que tu ne peux pas le produire à l'intérieur parce que tu n'as pas le personnel pour. Parce que tu ne peux pas l'engager parce que ça coûte trop d'argent. En effet, l'enregistrement des cours et la production des cours pour le cégep à distance, très, très bon point de vue. Je n'avais pas du tout pensé. Oui? Ah non, je croyais que vous aviez évidemment. Autre chose? Rien d'autre? Voyons voir ce que j'avais marqué là-dessus. Oui, les pubs. Vous n'avez pas parlé de la publicité dans les cégeps? Ça m'étonne. L'autre fois, pendant la grève, j'ai été donner une conférence à, je pense que c'était à Maisonneuve. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Dans les gymnases, maintenant, il y a d'immenses affiches publicitaires pour nous vendre des cellulaires. Oui, à Maisonneuve, il y a ça. Oui. On a un terrain de football, ça commence sur les côtés, commence à mettre des pancartes de publicité sur le terrain. C'est pas encore. C'est comme. OK, donc ils ont vendu de l'espace publicitaire sur. Non, c'est pas le cégep qui l'a vendu, c'est comme à côté du. Mais c'est sur le terrain de football. OK. Oui. Quand je vais aux toilettes, j'ai toujours une pancarte publicitaire devant moi. Exact. Zoom Média. Quand j'étais jeune, on détruisait les pubs de Zoom Média et tout ça, mais ils continuent à faire la même chose aujourd'hui. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben oui, on a parlé des cafés, on n'a pas du tout parlé des AEC. Ah, qu'est-ce qu'un AEC? Exact. Donc, il y a dans la création des AEC. Ça fait, je dirais que ça doit faire 15 ans maintenant. Peut-être qu'il y a des gens qui sont mieux informés que moi pour se rappeler combien de temps ça fait qu'on fait des AEC. Mais ça fait une quinzaine d'années qu'on a commencé là-dedans. Quelle était l'idée? L'idée, c'est de faire des programmes relativement courts, qui peuvent se faire en un an et demi, qui mènent à une diplomation et qui, généralement, ne comprennent pas de formation générale. Donc, on n'aura pas de formation en philo, pas de formation en français, pas d'éducation physique, en tout cas, toutes ces choses-là. Pourquoi on fait ça? Bien sûr, on va dire, ben, c'est pour les gens qui veulent se spécialiser dans un domaine très précis. Mais en fait, d'où c'est venu? C'est bien davantage de demande de l'entreprise privée qui avait besoin de formation rapide. Prenez un cas, Ubisoft. Ubisoft, que vous connaissez peut-être, est une compagnie qui fait des jeux vidéo. Et ils ont démarré à Matane. Fouillez-moi pourquoi à Matane. Bref, ils ont démarré à Matane un AEC et même un campus Ubisoft qui forme des gens en jeux vidéo, en design de jeux. Je crois que ça n'existe plus, mais ils ont vraiment une demande du secteur privé qui a participé à la formation du cursus. Donc, on va dire, bon, ben, l'élève doit suivre tel cours, dans tel cours, il va apprendre ça et tout ça. Donc, l'entreprise s'intègre ici dans la formation directement de l'étudiant. Ce n'est pas tous les AEC qui sont comme ça. Ce n'est pas nécessairement une demande du privé. Mais le secteur privé voulait moderniser les cégeps. Si je me rappelle bien, il y a un certain ministre de l'Éducation à l'époque qui a fait la promotion des AEC. Il s'appelait François Legault. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur-là. Ça fait très longtemps qu'il n'est plus ministre de l'Éducation. Maintenant, il est parti dans une autre vie. Et M. Legault, ce qu'il nous disait à l'époque, ça va vous surprendre, c'est que les cégeps, là, c'était une place où il ne se passait pas grand-chose. Les jeunes allaient sécher le cours, prendre de la drogue, etc. Il fallait dynamiser ça et offrir des programmes plus courts qui menaient directement à l'emploi. C'est comme ça qu'on aurait les meilleurs cégeps possibles. Déjà, à cette époque, il fallait se battre pour que les cégeps continuent d'exister. Donc ça, c'est pour les AEC. Des questions peut-être? Oui, évidemment. Allez-y. Je dirais plus avec un exemple. Oui. En même temps, peut-être une question aux gens, comme qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y a un AEC qui a été proposé sur la table. L'Abitibi trouve qu'ils ont plus assez de personnes pour le plan de développement du Nord. En fait, c'est pas dit comme ça. C'est dit que les mines, il manque de main-d'œuvre. Exact. Les mines manquent de main-d'œuvre. Un AEC qui se donnerait ailleurs qu'en Abitibi pour publiciser et envoyer le monde en Abitibi. Attendez, mais c'est ici qu'ils vont faire un AEC. C'est ça, en fait, la demande vient des mines en Abitibi qui ont besoin de main-d'œuvre et ils se disent. Attendez, on fait les jeux vidéo à Matane, puis on fait les mines à la base. Oui, c'est ça. Pourquoi la clientèle visée, ce qu'ils nous disent, c'est les immigrants qui viennent, qui débarquent à Montréal et à la base. Et ces gens-là, leur diplôme qui n'est pas reconnu
reconnus et qui ont besoin d'un travail, qui ne peuvent pas être sur le BS parce qu'ils ont une famille, on leur dit, venez, ils ont déjà fait la publicité pour montrer c'est quoi Abitibi, à quel point c'est beau et à quel point c'est familial, pour amener ces gens-là, après qu'ils aient fait leur première année à Montmorency, la deuxième se donne en Abitibi pour leur famille, pour qu'ils puissent s'établir là-bas pour les mines. C'est ce qu'on a reçu à la commission des étudiants. Ils sont assez prêts de payer le transport. Oui, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui sont diplômés aussi pour aller travailler dans les mines, puis qu'ils reçoivent soit jamais de réponse, ou qu'ils sont refusés. OK, il faut peut-être faire un petit retour sur l'histoire de la l'Abitibi au Québec, juste pour mettre tout ça en perspective. Dans les années 20-30, les Canadiens français qui étaient allés coloniser l'Abitibi, nous autres on faisait ça. Les Canadiens français, on colonisait des vastes territoires sauvages. Et donc, on était montés là-bas pour couper du bois. Et il y a bien du bois. Hein. Ici, il y a vraiment beaucoup de bois. Je m'en vais là dans une semaine, là, puis j'ai déjà peur. Donc, il y a énormément de bois. On en coupait, puis à un moment donné, le bois, ça ne marchait pas. Ça fait ça, le bois, là. Hein? C'est un marché cyclique. Donc, des fois, ça marche bien, des fois, ça ne marche pas bien. Et à un moment donné, on a dit, le bois ne marche plus, fait qu'on va ouvrir des mines. On a ouvert des mines d'or, etc., etc. Et un jour, quand le bois a recommencé à marcher, les Canadiens français sont sortis des mines. Alors, on a commencé à dire, ça va prendre quelqu'un d'autre pour y aller. Et ce quelqu'un d'autre-là, c'était des immigrants. Donc, c'est ça. Non, c'est années 40-50. Vous pourriez voir un très beau film qui s'appelle comment d'ailleurs? La chanson de Richard Desjardins qui s'appelle Les Fros était la pièce musicale de ce film-là sur l'histoire. Non, c'est un vieux film. Ça a du poil. Donc, c'est du... vraiment, comme des chiens en pacagne. Voilà. Donc, qui rappelle l'histoire de l'Abitibi et de l'arrivée des étrangers qui sont venus là. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, vous arrivez au Canada, vos diplômes ne sont pas reconnus, venez donc d'une mine dans le Nord. Et quand il n'y a évidemment plus de job dans la mine, qui est-ce qu'on a crissé à la porte en premier? Vous devinez qui. Alors, il y a comme une histoire qui se répète quand vous me racontez cette histoire-là. Il y a... C'est pas l'histoire, là. Ça va être mentionné. Donc, évidemment, oui, c'est ça. On ne nous raconte pas toujours jusqu'en 1930, là. Mais il y a quelque chose à voir là-dedans. Et je présume, parce que je n'ai pas vu True Story, mais je présume que dans ce plus récent opus, là, Desjardins fait référence à ça. Oui? Moi, c'est drôle parce que cet été, j'ai été travailler sur la Côte-Nord. Et le cégep de cette île, justement, ils donnent une formation, justement, je ne sais pas, en traitement de minerais ou quelque chose comme ça. Ils font venir des immigrants directement d'Amérique latine. Ils leur donnent la technique là-bas, ils les installent pour leur donner un emploi parce qu'il manque de main-d'œuvre, parce que les jeunes s'en vont tous, ils ne veulent pas travailler là-dedans, parce que c'est très dangereux comme métier. Là, on rentre dans un cas particulier, puis on s'avance tranquillement dans le plan Nord, et je vous donne quand même pas une conférence sur le plan Nord, mais il faut juste parler de ce principe qui s'appelle le fly-in, fly-out, c'est-à-dire qu'on va chercher des gens à l'extérieur. La grosse menace, quand ça a commencé, c'était des travailleurs chinois qu'on amènerait ici. Et une fois que la job est faite, ou une fois qu'ils ont passé un certain nombre de temps, hop, on les renvoie chez eux. Et il était question, au tout début du plan Nord, de dire on va faire des zones où certaines réglementations locales ne s'appliquent pas. Vous devinez quel genre de réglementation? Entre autres sur le salaire minimum. Donc, oui, au tout début du plan Nord, c'était ce qui était proposé. Oui? Donc, mais évidemment, ça n'a pas été appliqué. On ne sait d'ailleurs pas ce que devient le plan Nord désormais. Mais il faut quand même dire que c'était l'idée. C'est qu'on va, on va créer de la richesse au Québec, mais c'est par des redevances. C'était pas beaucoup dans une stimulation de l'emploi qu'on allait créer de la richesse. Je me permets de vous ramener tranquillement vers les cégeps. Un autre endroit où il y a du privé dans les cégeps et qu'on oublie parfois, les conseils d'administration. Oui, je ne sais même pas de quoi. Donc, vous avez des représentants et représentantes des... Comment ça s'appelle? Des milieux d'affaires, je crois, sur les conseils d'administration. Ici, je parle le directeur de la Caisse des Jardins. Le directeur de la Caisse, bon. Ça, c'est assez classique, hein? On a l'impression de revenir un peu dans le temps. OK, le directeur de la Caisse des Jardins. Ça, Puis,
qui est là-bas. J'ai la liste des différents représentants Ben oui, du CA dans le... mais je l'ai vu sur votre site web, il y en a 3, si je comprends bien, des représentants du monde des affaires et tout ça. Vous n'êtes pas du tout rendu au niveau où sont nos universités, rassurez-vous. Mais il y a peut-être, il se peut, des gens pourraient défendre qu'il y a de l'espace pour qu'une personne représente le secteur privé sur un CA ou que 2 personnes le fassent. La question qui se pose, c'est quel poids ont ces personnes-là, comment elles font pour être sur les CA des cégeps et quelle capacité elles ont de prendre des décisions. La plupart des gens vont dire, il n'y en a pas tant que ça. J'ai entendu des histoires où il y en avait un peu plus et où ils étaient choisis de façon très intéressante en disant, ces gens-là vont pouvoir offrir des emplois, ces entreprises-là vont justement avoir des projets communs avec le cégep, etc. Et on donnait une place au CA un peu en reconnaissance de ça. Oui. C'est qui a installé ça? À partir de quand que les conseillers du privé se sont installés un petit peu à la table de négociation? Je n'ai pas étudié le cas précisément des cégeps sur cette question, donc je ne peux pas y répondre exactement. Ce dont je me souviens, c'est qu'à peu près depuis le début de l'histoire des cégeps et universités au Québec, on a des représentants des milieux sociaux communautaires. Ça c'est un terme assez vaste. Au début, ça pouvait vouloir dire, entre autres, du monde du secteur communautaire, au sens de ce qu'on entend par des groupes communautaires. Aujourd'hui, on en voit moins. On voit plus du monde du secteur privé. Mais il y avait ce mot « valise-là » dans lequel on a pu mettre un certain nombre de personnes. Il est évident que depuis le début des années 2000, cette tendance-là s'est raffirmée. Mais pour le reste, je ne peux pas vous dire là, ce qu'il y en a. On passe aux universités. Vous n'y êtes pas encore, alors je vais me permettre de passer dessus, à moins que vous ayez des idées. Il y a où le privé dans l'université? Partout et toujours pas une réponse. Oui? Comme là, peut-être beaucoup plus loin, peut-être par exemple dans les partenariats publics-privés. Je sais, j'ai mes amis, sa mère travaille pour McGill. C'est comme il y a des pavillons de McGill qui sont construits avec l'aide des partenariats publics-privés, je pense. Oui. Par exemple, tout ce qui produit un McGill, disons, en génie, appartient à IBM. Je crois pas que ce soit tout, mais en effet, ils ont un partenariat avec IBM. Par exemple, c'est 2 étudiants McGill qui ont créé la messagerie texte. Okay. Puis c'est IBM qui dit qu'il l'a créé parce que ça a été créé à McGill, donc ça appartient à IBM. Bien, en effet, j'ai déjà entendu parler de ce partenariat-là, mais je ne sais pas à quel point il s'étend à tout ou si c'est spécifiquement leur projet de recherche qui pouvait être parrainé. Mais vous avez tout à fait raison de parler de ça. Et de dire que tout ce que vous aviez au cégep est là, plus d'autres affaires. Oui? Il y a aussi la recherche, la visée commerciale en général. Donc, exemple, des universités qui vont faire des recherches pour valoriser le plan Nord ou valoriser les sables bitumineux, qui sont en fait des commandes, des fois, du fédéral même. Donc, c'est même pas le privé, mais c'est quand même des demandes externes. Pour aller là-dessus, le bon recteur de l'Université de Montréal, on l'a su dans une lettre qui a été dévoilée au Devoir en plein milieu de la crise étudiante, avait signalé à Jean Charest que toutes les ressources de l'Université de Montréal étaient disponibles pour aider pour je sais pas, ce grand projet qu'est le Plan Nord, quelque chose comme ça. Bref, je ne me rappelle pas de la formulation exacte, mais bref, l'université était là pour aider au développement du Plan Nord. Allons-y donc. À l'université, bon, j'ai dit collège privé, mais donc les secteurs privés de certaines universités, ce qui est plutôt rare au Québec, cafétéria, distributrice, publicité, café, les dons. Hein? Dans les universités, le financement des universités, c'est à peu près 10-12% de dons privés. Alors, il y a des gens qui financent, il y a une bonne part de financement privé des universités qui vient directement des entreprises. On a des pavillons. Non seulement on a des pavillons construits par des par des entreprises privées, ben ça va, hein? Le gouvernement n'a pas encore de compagnie de construction pour construire des pavillons à leur place, mais on a aussi des pavillons qui portent le nom d'entreprises privées. À l'Université Laval, vous avez maintenant le stade TELUS, vous avez également le pavillon de l'environnement et de la forêt Abitibi-Bowater. Il faut quand même le faire. Oui. Je sais que le pavillon, il y a une salle d'amphithéâtre à Édouard-Montpetit, c'est le Pratt & Whitney. Oui, j'ai entendu parler de ça, ce qui est charmant. Donc là, un exemple de cégep où il y a ça, oui. Le pavillon J.A. Armand Bombardier à Polytechnique. Et
les HEC, toujours en avance sur tout le monde, ont à peu près l'ensemble de leurs corridors, salles de cours, chaises de cafétéria qui ont été commandités par quelqu'un et qui a son nom dessus. Alors non, mais vraiment, allez faire un tour au HEC juste pour voir. C'est assez impressionnant. Vous passez par le corridor Air Canada pour vous rendre à votre auditorium Hydro-Québec, pour en sortir avec, pour vous asseoir là, sur des... Il y a des tables avec des noms dessus. La cafétéria est commanditée par une famille de riches, de nobles personnes. C'est vraiment très chic, les HEC en ce moment, oui. En plus, c'est en lien évidemment, mais plus ou moins avec les pavillons, mais j'ai vu un documentaire dernièrement sur les pavillons de l'Université Sherbrooke à Longueuil qui disait que dans la journée, il y a quelque chose comme 25% des locaux qui sont occupés seulement, et le soir, on a 100%, donc il y a comme 75% des locaux dans le jour qui ne sont pas utilisés, qui sont neufs, qui sont vitrés, qui sont magnifiques, qui ont coûté des millions à construire dans le pays. Tout à fait. Oui. Justement, j'étais à ce pavillon-là en question, puis il y a vraiment une section, on dirait la cour alimentaire du Carrefour Laval. L'existence dans les universités, c'est extrêmement présent en Ontario. Moi, je suis en train de terminer mes études, terminer une partie de mes études, je présume, qui ont vraiment des food courts, là, des plus classiques. Là. Vous avez tout ce que vous pouvez aimer, là, Burger King à Subway en passant par McDo, etc. Donc, au Québec, c'est un peu moins présent, mais il y a effectivement des lieux. Oui? On peut aussi voir que, par exemple, beaucoup d'universités sont liées par les métros qui sont liés par des centres d'achat. Donc, tu sors de ton université, tu vas dans le centre d'achat tout de suite après. Oui. À l'UQAM, où j'ai fait une bonne partie de mes études, en effet, on est branché directement sur le centre-ville et tout ça, mais ça, c'est aussi le fait d'avoir un campus dans le centre-ville, ce n'est pas que ça. Je vous donne quelques autres exemples. Je pense à mes collègues de l'Université d'Ottawa, c'est pas au Québec, mais quand même, qui ont un pavillon de sciences politiques, Paul Desmarais. C'est un bel endroit où apprendre de la politique, je présume. Location de locaux. Prenons le cas, revenons au cas de l'UQAM. Comme vous le savez probablement, l'UQAM a fait construire l'îlot voyageur. Excusez-moi, si vous voulez qu'on parle ensemble, mais essayons de ne pas faire plein de sous-discussions. L'UQAM a construit donc l'îlot voyageur, que vous voyez encore, un genre de grand cadavre en béton là, qui trône dans le milieu du centre-ville, mais a construit en même temps le complexe environnemental Pierre Dansereau, qui est fort honorable de reconnaître la contribution de Pierre Dansereau, un des premiers environnementalistes au Québec. Et cependant, le coût de construction de pavillon est un petit peu plus cher que prévu, comme il se doit. Mais aussi, pour le rentabiliser, on avait prévu louer des laboratoires dans l'université à des entreprises privées. Donc, on loue à des pharmaceutiques, à des entreprises en biologie, un ensemble de choses, du matériel et de l'équipement. Et ça fait qu'il y a des milieux de travail et des milieux de recherche universitaire qui se croisent, qui se fondent, qui échangent, etc. Donc, il y a vraiment ces espaces locatifs pour le privé. Ce n'est pas le seul cas, ça existe aussi à l'Université Laval, où ils ont même pensé, et là, il faut quand même le faire, ouvrir un Sobeys. Ceux qui ont déjà été dans l'Est du Québec, vous savez que Sobeys est une chaîne d'épicerie. Donc, d'ouvrir une épicerie sur le campus de l'Université Laval pour, bien sûr, que des gens puissent aller acheter des victuailles, mais aussi pour étudier les comportements des gens par rapport au marketing et donc rendre disponibles les données des habitudes d'achat des gens qui vont dans ce Sobeys universitaire où ils sont étudiés. Je ne sais pas si ce serait entouré de miroirs sans teint et de gens avec des sarraux qui prennent des notes sur tout ça, mais ça vous donne un peu une idée du projet qu'il y avait eu là. L'ACADEL, donc l'association étudiante de l'Université Laval, a combattu ce projet-là et a triomphé sur cette histoire-là. Oui? On n'a pas déjà un peu cet exemple-là, où on a des résidences construites pour les universités, où il y a des épiceries au rez-de-chaussée puis des services privés? Il y a effectivement, je n'avais pas noté les résidences, il y a effectivement des résidences privées maintenant. C'est un nouveau... donc la construction se fait avec le privé, parfois la gestion est également cédée au privé. Il y a des baux amphithéotiques, des trucs comme ça. Et on offre en effet une pléthore de services en bas qui sont toutes des petites entreprises privées là, qui offrent des services aux gens qui vont là. Enfin, passons au bout qui, personnellement, m'intéresse le plus, la question du financement de la recherche. Donc,
vous avez en théorie, les universités au Québec sont basées sur 3 objectifs principaux, le service à la communauté, l'enseignement et la recherche. La recherche, en ce moment, c'est très, très intéressant pour les entreprises privées. Pourquoi? Qu'est-ce qui intéresse les entreprises privées dans la recherche? Oui. On a dit tantôt, c'est innovateur. Parce que Exact. le secteur public n'offre pas. C'est drôle, hein? On est dans le secteur public. Tantôt, vous me disiez, ah, le public, c'est pas super innovateur, machin. Là, on est dans le secteur public, c'est des universités, mais c'est le privé qui veut aller chercher les innovations qu'on fait dans le secteur public. Étonnant. Oui? C'est fait à moindre coût. Exact. Comme dans pas de coupe en tout, parce que c'est des étudiants qui payent pour être là. Tout à fait. Quel autre intérêt il y a là-dedans? Il y a un intérêt conjoncturel qu'il faut voir au sens plus large. L'économie, en général, c'est soit des services, soit des biens. Hein? Soit on produit des services, soit on produit des biens. Nous, la production de biens, là, on n'est plus très bon là. C'est-à-dire que notre main-d'œuvre coûte tellement cher par rapport aux endroits où c'est le quasi-esclavage, comme par exemple la Chine, le sud-est asiatique, une partie de l'Amérique latine. Difficile d'être compétitif quand on a en plus des accords commerciaux qui font que ce qui est vendu à ce prix-là en Chine peut être vendu exactement au même prix ici, alors plus le transport, mais qu'il n'y a pas de barrière commerciale ou rien de ça. Très difficile pour nous d'être compétitifs. Mais comme le disent les Français, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, l'idée ici est de vendre des idées, de vendre des concepts qu'on va concevoir dans nos universités, qu'on va donner à des entreprises qui vont aller sur les marchés internationaux pour pouvoir continuer à faire de l'argent. L'affaire, c'est que les entreprises, ça ne va pas bien en ce moment. Quand elles essaient d'investir, quand elles ont de l'argent pour investir, elles investissent assez peu au Canada, sauf quand c'est question d'extraction. Elles vont investir dans les minières, elles vont investir dans le pétrole, comme vous le savez en Alberta, elles vont investir dans tous ces secteurs-là. Mais les autres secteurs sont un peu dans une situation difficile, sauf les secteurs où justement ça prend des universités préalablement. L'aéronautique, le pharmaceutique, tout ce qui est jeux vidéo, informatique, etc., etc. Donc, pour les entreprises privées, c'est super important la recherche universitaire. Et quand par exemple, Heather Monroe Blum, que vous connaissez peut-être, elle est rectrice à l'Université McGill. Elle fait un salaire de 600 000 par année, ce qui est quand même 3 fois le salaire du premier ministre du Québec, de la première ministre, pardon, j'ai des vieilles habitudes. Donc, cette madame nous a dit en conférence de presse, il faut faire que, je veux rendre bien ces paroles sages, il faut que le cerveau des étudiants s'adapte aux besoins des entreprises. Ce sont là de fort sages paroles, mais qui rendent un peu l'idée dans laquelle on est en train de transformer la recherche universitaire. On est en train de dire, cette recherche-là, on n'est pas en train de faire de la recherche fondamentale. On n'est pas en train de faire quelque chose qui va pousser plus loin les limites de la connaissance humaine, là, dans une genre de vision Star Trekienne de la pensée, là, où on est toujours à l'ultime frontière. Non, on est ici dans la logique de développer quelque chose qui va être applicable maintenant. Or, s'il n'y a personne dans la société qui est en train de faire de la recherche fondamentale, si ce n'est pas les universités qui la font, qui va la faire à leur place? Il n'y a pas tant d'institutions au Québec, au Canada, mais même dans la société occidentale classique, qui s'occupent de faire de la recherche fondamentale. On a plein d'affaires. On n'a pas des postes de police, des postes de pompiers, on a un ensemble d'institutions, des écoles primaires, des hôpitaux et tout ça. Font-ils de la recherche fondamentale à ce moment-là? Personne. Les salons de coiffure non plus, aux dernières nouvelles. Alors, si nous, on ne la fait pas à l'université, comment on va faire avancer la science pour faire ensuite de nouvelles découvertes appliquées? Si on veut appliquer la science, il faut bien que la science ait avancé à quelque part. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Juste avant de vous donner la parole. Le secteur privé, on l'a dit tantôt. Vous m'avez dit, le secteur privé, son premier but, c'est de faire du cash. OK. Prenons le cas des pharmaceutiques. Les entreprises pharmaceutiques, leur but, c'est pas de soigner les gens. Ce but-là, il est secondaire. On l'a dit tantôt. Leur but, c'est de faire de l'argent. Si
elles peuvent soigner des gens et que ça leur permet de faire de l'argent, elles vont le faire. Mais quand il est question de faire des nouveaux médicaments, admettons que mon concurrent, je suis une entreprise pharmaceutique, vous aussi, vous sortez un médicament, je le vois sur les tablettes. Je me dis, oh, bon médicament, ça je ne sais pas, ça enlève le mal de tête. Tiens, hein, vous venez de sortir l'aspirine. Je regarde ça, je me dis, ouais, il va faire bien du cash avec ça. Nous autres, on n'en fera pas. Ça va le placer dans une situation avantageuse sur les marchés. On serait mieux de développer quelque chose de semblable, mais qui n'est pas exactement la même chose, parce que sinon, il va falloir que j'achète son brevet. Hein, parce qu'il y a un droit intellectuel sur cette découverte-là. Donc, je vais essayer de développer une autre molécule juste à côté, parce que ça se développe par molécules, ce sont des médicaments. Donc, je vais développer la molécule toute proche qui a exactement les mêmes effets. Je vais payer plein d'argent en recherche et développement pour faire ça, pour pouvoir sortir à côté du pot d'aspirine un autre pot avec un autre nom et vous dire, ça aussi, ça enlève le mal de tête pour pouvoir voler du marché. Est-ce que l'humanité a avancé? Non. Est-ce qu'au niveau de soigner des maladies, on a avancé? Quand le Viagra est sorti, il y a eu à peu près une douzaine d'autres produits qui sont sortis autour du Viagra et ont marqué l'imaginaire avec des publicités et avec leur nom et tout ça. Mais il existe d'autres produits qui ont le même effet, sachez-le. Donc, il s'est donc distribué une série de produits. Pourquoi? Pas parce que soudainement on avait besoin, comme humanité, d'avoir plus de produits pour la dysfonction érectile. Non, simplement parce que tout le monde s'est dit « Oh, le marché de fou raide ». Et on s'est dit, oui, on va aller en faire un, nous autres aussi. On va aller pogner du cash. Donc, la logique des entreprises privées ne les rend pas particulièrement innovantes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elles sont plutôt dans le mimétisme que dans l'innovation. Vous aviez quelque chose à dire? Oui, bien en fait, par rapport au fait qu'on paye pour les laboratoires et tout ça, dans nos frais de scolarité, entre autres. Exact. Mais c'est aussi le niveau de... Le mot qui m'a le plus agacé dans la crise étudiante, c'est la compétitivité, la reconnaissance mondiale. Puis à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est un peu... c'est paradoxal parce qu'on refuse de vendre ce qui nous est... notre électricité, notre eau à un prix plus élevé pour, encore une fois, la reconnaissance mondiale, c'est-à-dire, eux autres sont aussi des gens anti-canadiens. Puis en même temps, on fait faire notre recherche, on fait payer notre population pour faire des recherches qui nous rapportent tellement peu au bout du compte, parce que oui, il y a beaucoup de cas de médicaments qui sont tellement pareils qui passent en dessous de n'importe quel radar médiatique. En fait, j'ai un collègue à l'IRS qui s'appelle Marc-André Gagnon, qui travaille à l'Université Carleton, qui a étudié le secteur pharmaceutique, et il a fait la démonstration tout récemment que tous les grands médicaments des années 2000 et même de la fin des années 90 ont en fait été développés dans le secteur public. Le privé les a rachetés ensuite pour pouvoir les commercialiser. Mais c'est les universités qui les ont développés. Donc, c'est quand... Et pourquoi? Parce que les universités, elles dépensent sans compter en recherche. Elles se disent pas « Ah, t'es-tu vraiment sûr que ça va marcher cette affaire-là? Puis si ça n'a pas marché dans 3 mois, on ferme. Parce qu'on n'a plus d'argent. » Non. Ils disent « Ah, tu veux étudier cette chose-là? C'est pertinent de façon scientifique. On trouve que c'est une bonne voie. Ben, vas-y, mon jeune. Fais tes affaires, fais tes recherches, puis let's go. » Oui? Ce que je trouve un peu comme ironique là-dedans, c'est que l'entreprise privée prend tout le mérite de cette super découverte et l'université, à moins qu'on fasse des recherches vraiment intenses, elle n'a pas de mention pour tout. Ben, en fait, ce qui est très drôle, c'est que les gens qui sont dans le public, qui ont développé ces médicaments-là, ils se retrouvent. Ils ont effectivement une reconnaissance, et je vais vous dire laquelle, quand ce transfert-là s'opère, parce que c'est quand même eux qui l'ont trouvé. Hein. Le droit d'auteur, c'est la personne qui trouve l'idée qui la possède, mais pour remédier à ça, puis parce qu'ils font partie d'une université, eh bien, les entreprises qui l'achètent cèdent à l'université, généralement, un joli dollar rond, très chic, là, la monnaie royale, ils font des affaires très cool. Là. Donc, ils achètent ça à une somme symbolique d'1 dollar pour dire qu'ils ont acheté le droit au brevet et ensuite, ils l'exploitent de façon commerciale. Donc, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui a trouvé un médicament particulièrement intéressant qui a fait avancer la cause du sida. Ça a été découvert à Montréal, à McGill, entre autres. Et il avait
ce truc dans son bureau. Donc, il y avait ce petit dollar rond avec le nom de son médicament étampé dessus. Et voilà. Donc, c'est la reconnaissance que cette personne-là avait. Évidemment, Pfizer et autres compagnies, eux, avaient quelques millions qu'ils tiraient de ça. Mais bon, hein, on n'est pas là pour les millions quand même. On est là pour la grandeur de la science. Oui? Mais comment ça se fait que la personne cède son droit pour un dollar? Parce qu'elle est engagée par l'université pour faire de la recherche. Donc, le but de la recherche universitaire, ça n'a jamais été que le chercheur universitaire fasse de l'argent. Donc, ça, en ça, c'est correct. La question qui se pose, c'est, vu qu'on a payé pour le chercheur, comment ça se fait qu'on donne le résultat à l'entreprise pour qu'elle commercialise à côté? Ça c'est une grande question. Pourquoi, tant qu'à ça, si on a payé pour le salaire de ce chercheur-là tout le temps, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ça et qu'on ne développe pas nous-mêmes, par exemple, une entreprise pharmaceutique pour les revendre? Si c'est rendu là. Ou pourquoi on les fait juste pas cher? Pour que les gens puissent les procurer et qu'on réponde aux besoins de guérir la maladie. C'est pas futile, là, guérir le cancer, guérir le sida. C'est quelque chose d'assez essentiel. Pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour ça? Hein, de la même façon que pourquoi on paierait pour aller à l'hôpital. Oui? Quand on parle d'ironie aussi, l'ironie, pourquoi nos chercheurs n'ont pas la reconnaissance, mais pourquoi est-ce que les gens qui financent, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les étudiants aussi en grosse partie, on n'a pas juste pas de reconnaissance, mais on nous dit, ben tu devrais payer plus cher, t'es donc bien ingrat, on essaie de rechercher pour toi, alors que ben, pour avoir des expériences personnelles, les médicaments dans le cancer sont développés régulièrement, sont testés sur des gens, on dit ça va fonctionner. Ce ne sont pas vraiment des souris de laboratoire, on ne le présente pas comme ça, parce que des souris de laboratoire ne payent pas 2000 $ pour un comprimé. Mais après ça, ben, on leur dit, oh, je m'excuse, finalement, ça ne fonctionne pas, ça doit être ton type de cancer, puis on s'en va, puis on a testé le médicament, on voit les effets secondaires. On paye pour ça, nous, puis après ça, c'est nous qui est ingrat de demander la gratuité scolaire ou de payer moins cher. Merci. Oui. Mais finalement, tu es en train de parler du fait que l'université, ça me rappelle un livre, je me souviens plus, c'est un chercheur en éducation qui a écrit ça, c'est « Je ne suis pas une PME », puis il amenait justement... Normand Baillargeon. Tu le connais-tu? Oui. Parce qu'il amenait justement le fait que l'université est supposée d'être un lieu où on fait de la recherche dans le but intellectuel de comprendre, de connaissances, mais que le marché privé essaie justement, il y a tout le temps comme cette nature combative entre rechercher pour comprendre, puis cette recherche de capitaux que le privé a essayé d'instaurer. Ma question est plus, pourquoi l'université tolère que le marché s'installe puis dise OK, on va te trouver quelque chose d'intéressant que je peux faire de l'argent, donne-moi là, je vais faire de l'argent, puis tout va bien. La réponse à cette question à la prochaine slide. Parce que c'est le propos de ce qui s'en vient. Vous mettez exactement le doigt sur l'avenir de l'université. Je passe rapidement le reste des choses. Je vous parlais du financement de la recherche. Les droits de scolarité et l'endettement étudiant. Je vais faire mon petit rant contre l'aide financière aux études, ça ne prendra pas de temps. Quand on augmente les frais de scolarité, pour la plupart des gens, ça veut aussi dire aller emprunter davantage. L'aide financière aux études, ça a l'air gentil comme ça. Hein? Il y a le gros logo du gouvernement du Québec dessus, puis on se dit, c'est public. No. Oui, il y a un système public de prêt, c'est-à-dire qu'on établit les balises. Mais quand vous allez emprunter dans cette noble organisation, vous n'empruntez pas à l'État. Vous empruntez à qui? La banque. Aux banques. Donc, évidemment, le privé joue un rôle extrêmement important dans le système d'éducation universitaire parce que la plupart des étudiants qui sont à l'université, hein, presque la moitié en fait des étudiants qui sont à l'université, sont endettés au système privé bancaire, en fait, dans le cas du Québec, à 60 % dans les caisses populaires des jardins. Comment ça marche? Vous allez demander, moi j'aimerais ça avoir un prêt étudiant. Le gouvernement va dire, il étudie votre dossier, il dit, oui, toi tu as droit à temps. Là, ils émettent ce qu'on appelle un certificat de prêt. Ça, c'est un papier qu'on vous envoie. Vous allez à une banque et vous dites, le gouvernement me back, vous pouvez me prêter de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne payez pas, il va y avoir l'État en arrière qui va venir donner du cash pour rembourser la banque. Bon, ici, pourquoi la banque accepte de vous donner de l'argent? Parce qu'elle prend strictement aucun risque. Hein? Il y a quelqu'un, il y a
un gros État plein d'argent qui dit en arrière, t'en fais pas, je vais rembourser s'il paye. OK. Pendant le temps que vous étudiez, vous ne payez rien. Hein? C'est un peu comme les laveuses puis les divans. Là. Donc, vous achetez vos études maintenant puis vous les payez plus tard. Donc, on vous dit, vous ne payeriez rien pendant cette période-là. Qui paye? Parce que la banque, quand elle prête de l'argent, elle veut des intérêts. La banque, quand elle vous prête de l'argent, normalement, là, pour acheter une maison ou pour un prêt personnel, elle va vous demander, dès le premier mois, de lui verser un certain montant d'intérêt et même potentiellement un remboursement sur votre capital. Qui fait ça? Mais c'est le gentil gouvernement, bien sûr. Donc, pendant que vous êtes aux études, non, vous ne payez pas. Mais l'État, lui, verse un montant qu'il donne aux banques. Donc, l'État donne directement de l'argent pour de l'intérêt, je vous rappelle, sur lesquels les banques ne prennent strictement aucun risque. La valeur, en théorie économique orthodoxe la plus classique, là, ce qu'on dit, c'est si tu payes de l'intérêt, c'est parce que la personne qui prête de l'argent, elle prend un risque, elle se prive d'argent pendant un moment et elle prend un risque en te le prêtant parce qu'elle ne pourrait jamais le revoir. Les banques ici ne prennent strictement aucun risque. Oui, elles se privent de liquidité, c'est pas comme si elles en manquaient, mais bon. Et donc, l'État, lui, le rembourse. Au lieu de nous prêter l'argent directement et de ne pas avoir à faire cette gamique-là. Donc, ensuite, vous sortez de ça. Vous avez un 6 mois de grâce. C'est pas vrai, hein? Le 6 mois entre la fin de vos études et le début de votre remboursement. Les intérêts sont cumulés. C'est juste qu'ils ne vous obligent pas à les payer dès le début, mais quand vous arrivez après votre 6 mois, vous payez tout de suite les intérêts des 6 mois qui viennent de passer. Et là, vous commencez à payer de l'intérêt à un taux dit préférentiel, c'est-à-dire au taux hypothécaire le plus bas offert par l'institution où vous avez été. C'est préférentiel par rapport à un prêt personnel, mais c'est juste un taux normal. Encore là, alors que l'État a versé, et ça correspond à peu près à 60-70 millions de dollars par année, pour les derniers chiffres qu'on a, qui sont un peu vieux, datent de 2009, mais l'État avait mis 70 millions juste pour payer les frais d'intérêt pendant les études des étudiants. Et après ça, vous embarquez et vous commencez à payer, et là, sur 10, 15, 20 ans, souvent quelque chose qui va correspondre. Je vous donne un exemple imaginé. Supposons que vous avez 30 000 $ de dette étudiante, eh bien, ça va être à peu près 15-16 000 $ de frais d'intérêt que vous allez payer sur le total. Donc, ce que vous avez emprunté pour 30 000, mais vous repérez 40-45 000 $. Donc, voilà le système dont il est question. Le privé est-il présent dans le système d'aide financière aux études? Il est omniprésent, en fait. Il n'est que balisé par le public pour dire « tu feras quand même pas trop d'argent ». Donc, c'est un autre endroit où le privé est. Oui? Moi, j'ai vu, c'était en France, je pense, qu'ils ont instauré un système sur lequel les gens misent un peu de l'argent, comme à la bourse, à la place que ce soit des compagnies, que ce soit des étudiants. Ah, j'ai pas entendu parler de ce système-là, mais c'est possible. Un système qui ressemble à ça en France, quelque part en Europe. OK. Oui? Et quand on pense aussi que, justement, les intérêts que le gouvernement paye, c'est quand même, l'argent vient quand même des impôts, fait que ça revient que c'est nous qui payons. Bien sûr. Oui. Je sais aussi que, disons que tu sors de l'université puis tu as déjà, disons, des enfants puis une maison à payer, tu vas faire un plan financier pour pouvoir sauver ton bout parce que tu es quand même étudiant, tu repayes ton université. Puis il arrive un moment où, disons, tu perds ton emploi, bien, ça va arriver souvent que les prêts et bourses vont te mettre quasiment en faillite. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que si les prêts et bourses et ta situation financière se dégrade et que tu es obligé de faire faillite, eh bien, la dette que tu auras faite avec l'aide financière aux études ne sera pas effacée. Parce qu'il y a eu une mode, à un certain moment, où on pensait que les étudiants faisaient faillite par plaisir pour effacer leur dette d'études. Ça correspondait, en fait, en termes empiriques, là, à même pas 1% des gens qui avaient emprunté. Donc, c'était des cas archi-isolés, mais ça a quand même permis, parce qu'il y a eu un gros battage médiatique autour de ça, de passer une loi qui dit que même si tu fais faillite, tes dettes d'études, elles, restent. Donc, tes dettes de maison peuvent s'en aller. Tu peux t'entendre avec tes créanciers sur plein d'affaires, mais pas sur tes dettes d'études. Donc, c'est une situation, disons, toute particulière que d'aller emprunter cet argent-là à l'État qui vous a proposé, je vous le rappelle, lors de ce qui s'est appelé ensuite la crise étudiante, de remplacer l'augmentation des frais de scolarité par une augmentation des prêts.
c'était pas un cadeau super le fun, finalement. Les conseils d'administration, j'y vais rapidement. Je vous avais dit que ce serait rapide pour l'endettement, je me suis trompé. Les conseils d'administration, bien, regardez, dans les universités, c'est tout simple. Il y a 2 étudiants, généralement 3 professeurs, un chargé de cours. De l'autre côté, vous avez 6 personnes, toutes venues de l'entreprise privée. Et en face de ça, vous avez 3 ou 4 personnes d'administration. Là, il y a 2 ou 3 autres personnes. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si l'administration rallie l'entreprise privée à un projet, ils sont en mesure de le faire passer. Ils n'ont pas besoin de l'approbation des profs, pas besoin de l'approbation des étudiants. Donc, ils sont capables de contrôler à l'administration et à l'entreprise les conseils d'administration. Oui, c'est pas juste à l'université, c'est comme ici, au fond. Ah, ben, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est ça, exactement ça, mot pour mot. Ah oui? Alors, vous avez ici, puis là, je vous disais, est-ce que le privé ne serait pas aussi dans la tête des recteurs? Je référais à cette citation de Mme Blum que je vous ai faite. Je pourrais vous en sortir une couple d'autres. Donc, il y a une variété, là, l'ancienne rectrice de Concordia, qui avait dit à la Chambre de commerce, nous sommes là maintenant, l'université est là aujourd'hui pour que nous travaillions ensemble, main dans la main, entreprise et enseignants. Donc, vous voyez le genre de proposition là, qui revient sans cesse, c'est de dire, en fait, les universités sont là pour servir le privé, ce qui nous amène à la question de monsieur tantôt. Qu'est-ce qui s'en vient, puis pourquoi diable ils font ça? Pourquoi aller offrir les universités sur un plateau d'argent au secteur privé? Comme je vous le disais, il existe une telle chose, hein, quand je vous disais on ne fait plus des bebelles, on décide plutôt de vendre des idées, c'est ce qu'on a appelé l'économie du savoir. Ça a l'air joli comme ça, hein, ça a l'air même très à la mode, et tout le monde veut en faire partie, mais l'économie du savoir, ça veut surtout dire on va pouvoir profiter de la manne que représente le savoir pendant que ça passe, avant que les pays sous-développés, eux aussi, aient leurs universités et aient tout le reste et soient là aussi encore capables de nous compétitionner. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on va faire. Quand on a décidé d'augmenter les frais de scolarité, c'était purement et simplement en adhésion avec ce modèle-là. On disait, oui, il faut augmenter les frais de scolarité parce que ce qui va distinguer quelqu'un de riche et quelqu'un de pauvre dans le futur, c'est de pouvoir aller à l'université. En conséquence, pour pouvoir faire ça, il faut investir en soi-même. C'est d'ailleurs le slogan de l'Université d'Ottawa, il n'y a pas longtemps, « I invest in myself ». Donc, vous avez vraiment cette notion, quand on disait « je ne suis pas une PME », c'est que vous êtes une entreprise qui va se vendre sur le marché de l'emploi et vous devez obtenir la meilleure formation pour valoir le plus, pour avoir la meilleure job. Le gouvernement dit « vous voulez ça? Bien, il faut bien que vous payiez votre part ». Alors, allez payer plus de frais de scolarité parce qu'au final, c'est vous qui en profitez d'aller à l'université. C'est ça qui va vous donner du cash. Et là, toute l'étude de Claude Montmarquette qu'on vous a citée ad nauseam pour dire qu'un étudiant dans toute sa vie qui a été à l'université va faire entre 750 000 $ et 1 million de plus au total dans toute sa vie. Donc, l'idée, c'est, comme disait Yuri Chassin, chercheur à l'IEDM, c'est comme acheter un billet de loto gagnant. Vous pouvez d'emblée choisir d'être millionnaire en allant à l'université. Jusque-là. Il faut comprendre le fait d'être millionnaire sur 75 ans, là, mais bon. Oui? C'est pas un peu bizarre parce que je prends un exemple personnel. Moi, ma mère a été financée par le gouvernement canadien pour aller faire une 2e maîtrise en Europe en recherche fondamentale. Puis elle a décidé d'en faire 2 en même temps en 1 an. Okay. La première étant toujours financée par le gouvernement canadien, est revenue ici et ma mère a toujours de la difficulté à trouver de l'emploi dans ce domaine-là exactement. Ce qu'elle a étudié il y a 12 ans commence à être appliqué dans le marché du travail ici et pourtant elle a été payée par le gouvernement pour y aller. Mais ça, c'est constant en fait. On nous dit, vous allez à l'université, vous aurez un plus gros salaire. Il n'y a pas d'automatisme. Hein? Je vous invite à faire, dès demain matin, à entreprendre une maîtrise en danse africaine. Vous n'aurez peut-être pas un salaire qui sera d'1 million de dollars de plus par année. Ce qu'on va vous dire, c'est que si vous n'aviez pas fait de maîtrise et que vous travaillez cependant en danse africaine, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas, eh bien, vous auriez fait moins d'argent dans ce contexte-là, parce qu'avec une maîtrise, vous allez en faire plus. Ouais,
un, c'est pas du tout certain. Et deuxièmement, il y a vraiment des secteurs qui ne fonctionnent pas selon cette logique-là. C'est pas, par exemple, en études littéraires, que vous êtes sûr de faire plus d'argent parce que vous avez un diplôme dans les mains. Les gens qui font de l'argent dans le domaine de la littérature, c'est pas nécessairement ceux qui sont diplômés. Donc, il y a la logique qu'on applique, elle ne s'applique pas à tout. Et le cas que vous donnez, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié dans un domaine où le secteur de l'emploi n'est pas rendu, ce qui arrive assez souvent, surtout dans les sciences pures, eh bien, cette personne-là, elle a juste à atteindre. On va dire dans l'absolu, ça fonctionne, mais pour bien des gens, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne encore moins quand 15-16 % de la population jeune au Canada est sur le chômage en ce moment. Donc, quand vous sortez de l'université, vous êtes endetté et qu'on vous met tout de suite sur le chômage, le cas des États-Unis est un cas patent de cette situation-là. Vous avez vu qu'il y a eu une explosion du chômage suite à la crise aux États-Unis qui a beaucoup de difficultés à se résorber. Elle touche particulièrement les jeunes. Or, aux États-Unis, ils ont pris le modèle qu'on a, mais ils ont fait x 10 000, genre. Donc, par exemple, si vous voulez étudier à Yale, et il y avait le cas de cet étudiant de Yale, qui est une des universités de ce qu'on appelle la Ivy League aux États-Unis, qui sont les grandes universités chic et qui coûtent très cher. Alors, cet étudiant avait fait son droit à Yale. Alors, voilà, qui est supposé vous mener directement vers les grands bureaux d'avocats de Manhattan et de vivre dans le luxe, le stupre et la fornication. Mais il n'avait pas trouvé d'emploi. Or, il avait des dettes d'études de 200 000 $. Vous imaginez la situation de 6 mois de chômage à 200 000 $ d'endettement. Pas d'endettement sur un actif, là. Il n'y a pas de maison à côté, il n'y a rien de ça. Il y a un diplôme dans la main. Et ce diplôme-là, il n'y a personne qui veut l'engager. Évidemment, on n'est pas rendu là au Québec et au Canada. Hein. La moyenne d'endettement au Québec, c'est 14-15 000 $ pour les étudiants. Au Canada, c'est 25-30 000 dépendant des provinces. Donc, il y a encore une bonne marge de différence. Mais quand on veut augmenter les frais de scolarité, quand on veut, pour pallier à l'augmentation des frais de scolarité, augmenter les prêts et les bourses, mais surtout les prêts, bien, c'est évidemment vers ça qu'on se dirige, c'est vers cette mentalité-là qu'on s'en va. D'où ça vient, toute cette belle histoire d'université, et qu'est-ce qui s'en vient? Vous savez qu'il y a un petit sommet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a un sommet qui s'en vient. Avez-vous déjà été conscient politiquement sous un gouvernement du Parti québécois? Probablement pas. Ça fait 9-10 ans la dernière fois, vous deviez être relativement jeune. Il faut comprendre comment fonctionne le Parti québécois au pouvoir. Ce n'est pas la même façon que les libéraux. Les libéraux, ils veulent quelque chose, ils s'entendent avec le monde des affaires, ils l'imposent. Le Parti québécois, ils veulent quelque chose, ils font un grand sommet, ils rassemblent tout le monde jase, ça part pendant 4 jours, puis après ça, ils font ce qu'ils avaient décidé. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. Vous le savez, ce qu'ils ont décidé, l'indexation des frais de scolarité, et c'est exactement ce qui va être proposé. Et aujourd'hui, on a vu que le futur potentiel chef du Parti libéral, Philippe Couillard, a dit « l'indexation serait un bon terrain d'entente, etc. » Ça, c'est le signe que tout le monde dans l'espace politique est en train de dire « OK, on va trouver une bonne façon de s'entendre. » Vous allez me dire « c'est mieux que la hausse » et vous aurez totalement raison. L'affaire, c'est que ce n'est pas de ça dont ils veulent parler. Ce dont ils vont parler lors de ce sommet, c'est de la qualité de l'éducation. Pourquoi on va jaser de la qualité de l'éducation? Ça a l'air gentil comme ça. Non, on veut tous une éducation de qualité. Pourquoi on ne voudrait pas une éducation de qualité? Mais ce n'est pas innocent. Ils se branchent, en fait, et ils entrent dans un processus qui a cours en Europe, qui s'appelle le processus de Bologne. Bologne, c'est une jolie ville, dit-on, en Allemagne, où c'est décidé, il y a de ça 20 ans, qu'on essaierait d'uniformiser les processus d'éducation à travers les pays de l'Europe. Pourquoi? Vous savez que l'Europe est dans un processus d'union, à la fois monétaire, hein, ils partagent une même monnaie pour certains pays d'entre eux, union monétaire qui vient de tomber en récession, comme je vous l'ai dit. Donc, cette union a dit, bien, si on peut se promener d'un pays à l'autre, il faudrait qu'on soit capable de reconnaître nos diplômes. Alors, les diplômes, le système d'éducation norvégien, il doit fonctionner avec le système d'éducation, je ne sais pas moi, de la France, qui doit fonctionner avec celui de l'Allemagne. Donc, on devrait uniformiser tout ça.
OK, ça semble encore logique. On se dit, ben oui, ils ont toutes les mêmes frontières, il faut bien qu'ils reconnaissent les mêmes diplômes un peu partout. L'affaire, c'est qu'ils ont eu une drôle de façon de faire ça. Ils se sont dit, on va reconnaître que les gouvernements ont le droit d'établir c'est quoi une éducation de qualité. D'établir des critères. C'est-à-dire, une éducation de qualité, ça doit faire ceci, ça doit faire cela. Mais on va reconnaître aussi, parce qu'il y a des pays où ça arrive, que ce n'est pas obligatoire que ce soit les gouvernements qui dispensent l'éducation. Donc, les gouvernements disent, voilà les critères, mais quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui, quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un d'imaginaire, pourrait dispenser l'éducation, c'est-à-dire ouvrir une école, embaucher des professeurs, et tant qu'ils correspondent aux critères qui ont été décidés ailleurs, ben ça va. Le gouvernement est content, l'éducation est transmise à ses jeunes. Qu'est-ce que ça pourrait apporter comme risque, ça, vous pensez? Oui. Si on base des qualités d'éducation qui est sur le fond monétaire, si ça rapporte à l'économie mondiale, à l'économie du pays, alors ça va être subventionné par le gouvernement, mais un diplôme qui économiquement n'est pas rentable, il serait moins subventionné, donc ça coûterait par exemple plus cher étudier en histoire, en philo, qu'étudier en physique ou en pharmacologie pour l'étudiant. Vous mettez en fait directement le doigt sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, qui fait partie de l'Union européenne, où les frais de scolarité ont explosé. On est rendu à, je pense que l'an prochain, ce sera 14-15 000 $ pour faire un équivalent de bac, ce qui est quand même un bon montant. Il y a cette explosion des coûts. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les gens qui ont vu que les prix étaient très chers, se sont dit, je vais aller étudier dans les choses qui rapportent le plus et le plus vite possible. Au prix que je vais m'endetter, il faut bien que je puisse faire de l'argent. Qu'est-ce que ça a fait? Jusqu'à maintenant, 3 départements de philosophie fermés, un à Sussex, un à Nottingham, parce que la philosophie, ça n'apporte pas. C'est dommage, moi je pense que c'est encore utile d'avoir des gens qui pensent dans la société, oui. Moi, je me demandais sur ce propos-là, en fait, par le fait que tu amènes des ingénieurs, des gens comme ça. Mais si tu coupes sciences politiques, si tu coupes sociologie, si tu coupes philosophie... Il n'y a plus personne pour les corrompre, c'est moi des ingénieurs. Non, pardon. Mais si tu as plus ça, il n'y a plus personne vraiment qui pose un regard critique sur la société, il n'y a plus personne qui serait là pour... Et non seulement ça, mais dans les programmes eux-mêmes, tu n'auras plus de cours généralistes pour... Oui, d'accord. 15 minutes, excellent. Donc, il n'y aura plus de programme, il n'y aura plus de cours pour jeter un regard éthique ou critique sur les disciplines qu'ils font. Vous touchez un premier point. Il y a un deuxième point qui se passe. Oui, rapidement. La saturation des diplômes. Dans d'autres mots, il y a trop de diplômes. Trop de diplômés, effectivement. Pour le monde, par exemple, je pense que à l'université, justement, il y avait trop de gens qui sortaient d'administration, finance, et pas assez dans d'autres domaines. Exact. Pas assez des gens qui sont en gestion ou en management ou ce genre de choses. Donc, ce qui arrivait, c'est que ces diplômes-là, tu avais beaucoup qui sortaient avec un gros diplôme super cher en disant je vais avoir un job. Finalement, ils se ramassent en compétition avec leurs anciens camarades de classe pour avoir un job. Tout à fait. L'autre problème qui arrive, et c'est là où je m'en venais, c'est qu'une fois que tu as établi tes critères, tu dis n'importe qui peut le donner. Mais qui donc peut offrir ces autres services? Mais le secteur privé, bien sûr. À but lucratif ou non. Donc, on dit, oui, on a établi des critères gouvernementaux et maintenant, une entreprise peut venir et faire de l'argent en faisant de l'éducation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au Québec, on s'en va vers un sommet où on va décider justement de critères de qualité pour l'éducation. Pourquoi sommes-nous en train de discuter de ça? Parce qu'on est de l'autre côté, sur une autre table, avec d'autres papiers, en train de signer un accord commercial avec qui? Les Chilcottis. Oui, mais aussi avec l'Union européenne. La même Union européenne qui a déjà décidé ça. Et qu'est-ce qu'il dit, ce joyeux accord? Il dit qu'à partir du moment où vous aurez établi des entreprises à but lucratif ou non pouvant offrir des services d'éducation, c'est un principe de ratchet. Ça, c'est-à-dire que c'est un principe de cliquetis, dit-on en français. C'est-à-dire que dès que vous avez passé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, si vous avez ouvert le marché de l'éducation, n'importe qui peut s'y établir à partir du moment où il respecte les critères que vous avez donnés. Donc, quand le gouvernement du Québec dit « Mais bien sûr, chers étudiants, venez donc vous asseoir avec nous et discutons de qualité de l'éducation », ce qu'il est en train de vous dire, c'est «
Établissons ensemble les critères qui nous permettront de sélectionner quelles entreprises vont pouvoir offrir de l'éducation dans le futur à notre population. Donc, c'est peut-être une autre proposition que ce qu'on pense que vous êtes... Donc, tout le monde va n'avoir Dieu que pourquoi? Les frais de scolarité et leur indexation. Mais qu'est-ce qui est en fait en train de se passer lors de ce sommet-là? C'est un pas de plus vers la privatisation de l'éducation, oui. Mais comment ça se fait que ce type d'information-là n'est pas publicisé et que le monde n'en ait pas confiance? Je vous laisse faire vos propres... Non, mais je veux dire, il y a des journaux indépendants qui devraient être capables de publier. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui le sache? Mais par chance, je vous annonce qu'un certain institut de recherche va publier le 29 novembre prochain une étude sur à la fois la gouvernance dans les cégeps, mais aussi l'assurance qualité, qui est le sujet dont je vous parle là, c'est-à-dire s'assurer de critères de qualité par le gouvernement pour ensuite distribuer ça à d'autres. On va publier ça le 29 novembre prochain, c'est-à-dire le premier jour du sommet, pas du sommet, mais des rencontres préparatoires au sommet prévues par M. Duchamp. J'espère que nous nous ferons entendre sur ce dossier, mais vous comprenez que c'est un petit peu plus compliqué que on va-tu payer plus cher ou on payera-tu pas plus cher. Et évidemment, quand c'est un peu plus compliqué, bien, les médias ils ne comprennent pas vite parce qu'ils ne sont pas très intelligents. Donc, voilà. Il nous reste que 10 minutes. J'avais prévu une période de questions, mais on a finalement discuté plutôt tout le long de la rencontre. Je conclurai avec vous sur quelle place devait prendre le privé dans l'éducation. On va peut-être y aller tout le monde ensemble plutôt. À votre avis, quel est l'espace que doit occuper le privé au sein du système d'éducation, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université? Oui. Offrir le cadre physique, l'école, la structure, les infrastructures, les livres, tout ça, mais sans trop s'ingérer dans tout ce qui a trait à l'éducation comme un droit fondamental, sans trop s'ingérer sur la recherche et tout de l'autre, pour faire en sorte que l'éducation ne soit pas un but lucratif, mais un but humain. Donc on se sert du privé pour pouvoir offrir l'éducation, côté des livres, les tables, les classes, etc. Merci. Oui. Moi, je vais être très simpliste. Le moins, le mieux. The less, the better. Oui. Je trouve que, par exemple, dans le cas de stage, ça peut être pratique, mais en général, l'éducation, c'est pas un privilège parce qu'on s'en va de plus en plus vers, comme vous avez dit, les personnes riches vont aller à l'université, les personnes pauvres n'iront pas, alors que l'éducation... En fait, dans notre compte, il retourne. Vous savez, c'était ça avant. De 1930 à 1960, on faisait exactement ça. On va y retourner, c'est ça, mais alors que l'éducation, c'est un consensus, je pense que même l'ONU le dit, c'est un droit, c'est pas un privilège, c'est supposé que tout le monde devrait en avoir une, et c'est pas légitime de privatiser l'université comme ça. Merci. Oui. Je pense que le privé devrait disparaître plus, puis en fait, le monde éducatif devrait être plus autonome envers soi-même. Disons, tu as des vidéos à faire produire pour un cours en ligne. Tu le fais produire par du monde qui sont en cinéma, soit au collégial, à l'université, et non faire de la sous-traitance par une compagnie privée. Choses comme ça. Le privé devrait graduellement sortir pour faire travailler des étudiants pour l'éducation. Tout à fait. En effet, il y a plusieurs services. C'est étonnant, c'est drôle que vous parliez de ça, parce que quand j'ai commencé à l'université, il y a de ça 10 000 ans, j'avais cette impression que beaucoup de choses qui étaient faites dans l'université seraient faites par les différents départements. Je me disais, mais on a là les spécialistes les plus avancés, par exemple, en technologie de l'information. Il y a des informaticiens de haut calibre dans les universités. Et quelle fut pas ma surprise quand j'ai eu le plaisir d'être membre de l'auguste conseil d'administration de l'UQAM, de constater qu'on achetait le logiciel de gestion des livres de la bibliothèque à l'extérieur. Alors que le premier logiciel avait été développé à l'UQAM. Mais là, on s'était dit, ah non, on n'en développera pas un nouveau, on n'achètera même pas, on ne se tombera pas à du code source ouvert pour des logiciels qui existaient par ailleurs en code source ouvert. Non, on va acheter une proposition privée et on ne le fera pas développer ici. Mais c'est incroyable, on a là-dedans des ressources que l'entreprise privée vient phagocyter pour les prendre et en profiter. Mais quand il est temps de faire les choses pour nous-mêmes, nous, on va voir l'entreprise privée. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. On vend notre recherche à ces gens-là, mais en fait, quand c'est question de faire des affaires, c'est à eux qu'on va demander et donner de l'argent. Drôle d'idée. D'autres réflexions? Bien, écoutez, je vous remercie.
de m'avoir accueilli ici ce soir. C'était très intéressant. Donc, est-ce qu'on peut dire tous en chœur merci? Nous vous disons merci d'être venu ici aujourd'hui pour vous entretenir avec ce sujet. Si on fait un bon décompte, aujourd'hui, ça fait le 8e souper débat qu'on organise depuis que le concept des soupers débats a été mis sur pied à la GEM. Et on devrait encore se féliciter pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour nous-mêmes? Aujourd'hui, c'est une réussite parmi tant d'autres. Donc, le souper débat d'aujourd'hui s'est très bien déroulé. Le sujet était assez intéressant. On a vu des participants motivés, un conférencier enthousiaste. Et nous espérons que les prochaines activités auront la même envergure. Pour cela, je vous invite, dès demain, à aller sur la page Facebook de l'événement pour laisser vos commentaires. Nous prévoyons organiser de prochains soupers débats avec le nouvel exec qui est assez motivé. Des thèmes d'actualité. Si vous avez des propositions à nous faire, vous pouvez passer à la GEM ou juste écrire à l'adresse de la GEM que vous connaissez naturellement à gem@commercial-qc.ca. Nous faire une proposition de thème sur lequel nous pouvons débattre lors des prochains soupers débats. Donc, le prochain souper débat, théoriquement, aura lieu en début décembre et nous comptons sur la participation de tous. Mais est-ce que ceux qui sont là présentement peuvent nous garantir que chacun va venir avec une personne de plus? Comme ça, on aura une salle pleine, un débat encore plus enthousiaste et une ambiance que je ne saurais décrire. Donc, c'est en quelque sorte ça. En gros, pour aujourd'hui, bravo à nous tous. Et je ne vais pas terminer. Pourquoi? Parce que ce souper débat d'aujourd'hui, spécialement, se déroule dans le cadre du Forum des sciences qui se déroule actuellement au collège. Nous avons aujourd'hui la présence de Gilles Lalonde qui nous a vraiment motivés à tenir ce souper débat aujourd'hui. Gilles, as-tu quelque chose à dire? Oui, moi je voulais juste rajouter que à partir de demain soir, vendredi, c'est le Forum social de Laval qui commence au Collège Montmorency. Du monde qui ont été pas mal impliqués dans l'organisation de ce forum-là. Un forum social, c'est probablement une des activités les plus citoyennes qu'on puisse pas avoir, à part peut-être une grève étudiante. Oh yeah. Mais le forum social, à partir de... Bon, demain soir, c'est la soirée d'ouverture. En conférence d'ouverture, vous allez avoir Gabriel Nadeau-Dubois, José Legault, et la soirée est animée par Manon Massé, que vous connaissez peut-être, Québec Central. Et ça, c'est de 6h à 8h demain soir. Et le spectacle d'ouverture est donné par Samian. Est-ce que... À main levée, là, qui connaît Samian? Quand même, quelques-uns. Même le conférencier le connaît. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut vraiment la peine, parce qu'un forum social, sans prétention, moi je pense que c'est vraiment une occasion de se sensibiliser sur les grands enjeux de ce qui se passe présentement au niveau des communautés. On parlait tout à l'heure là, des organismes communautaires, puis, mais à Laval, malgré, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se brassent au plan politique présentement à Laval, là, à l'hôtel de ville. Puis, l'empereur est mais c'est surprenant parce que dans cette belle banlieue dortoir, il y a aussi une vie communautaire qui est en train de se développer. Il y a beaucoup d'organismes d'aide pour les jeunes, pour les femmes, pour les personnes immigrantes, pour les personnes handicapées, etc. Et le Forum social, c'est le rassemblement de tout ce beau milieu communautaire à Laval. Samedi, il y a... Je pense qu'il y a au-delà de 45 ateliers qui sont offerts, dont certains touchent les questions de l'environnement,
de l'économie, des grands enjeux, des quartiers pour ceux qui demeurent à Laval. Donc 45 ateliers et il y a une trentaine d'organismes qui viennent présenter des kiosques à l'Agora. Moi, je vous invite à venir jeter un œil, à venir voir ce qui va se passer. Ce qui est intéressant d'un forum social, c'est que c'est tout le contraire d'une organisation hyper structurée comme ce que vous vivez à l'école avec des cours. Vous arrivez le matin, vous allez prendre connaissance du menu de ce qui est à faire durant la journée et vous pouvez choisir dans quel atelier vous avez envie d'aller, quel kiosque, quelle personne vous avez envie de rencontrer. C'est beaucoup plus... C'est très convivial, c'est très dans un esprit... Les grands forums sociaux, comme vous en avez peut-être entendu parler, là, sont passés au Brésil, à Porto Alegre principalement. On en a un à Laval, c'est le deuxième. Et l'association étudiante a inscrit les étudiants comme globalement, de sorte que vous pouvez y assister tout à fait gratuitement. Et c'est grâce à la GEM que le forum social se déroule ici au Collège Montmorency. Vraiment, là, chapeau à toute l'équipe de la GEM. Puis bienvenue spécialement demain soir, peut-être, pour entendre tout le monde. En gros, merci beaucoup, Gilles. Merci spécialement à tous les impliqués de la GEM, au conseiller du programme, à l'exec et à Mathieu. Donc, rendez-vous au prochain souper débat. Restez à l'affût. Si vous avez des propositions, envoyez-nous-les. Et on va vous envoyer des messages pour les prochains soupers débat. Merci et au prochain. Merci à toi.